la communication de Dr Nahal qui a pour intitulé Imagerie TDM de la sarcoïdose. Et comme il a dit le président ce matin, pour les questions, vous pouvez les noter avec vos mails et vous recevrez les réponses ultérieurement. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je suis ravi d'être parmi vous et de partager euh, avec vous cette journée scientifique qui j'espère sera fructueuse et instructive. On m'a chargé de vous entretenir sur la sarcoïdose ganglio-pulmonaire et surtout le côté imagerie avec les deux présentations typiques et atypiques. Et sans plus tarder, à rappeler quelques notions. On va rappeler la définition qui est connue de tout le monde. La sarcoïdose est définie comme étant une granulomatose bénigne multisystémique d'éthiopathogénie indéterminée, caractérisée bien sûr par la présence de granulomes non caséeux et par la prolifération de cellules épithéloïdes. C'est une pathologie de l'adulte jeune. Elle survient essentiellement entre 20 et 40 ans, avec toutefois un deuxième pic en périménopause chez la femme. Et dans ce cas, la sarcoïdose est plus sévère. Elle a tendance à se chroniciser et elle a tendance à être accompagnée de lésions extrathoraciques et de localisation extrathoracique invalidante, notamment une atteinte ophtalmologique. Sur le plan de la prévalence, il y a une légère prépondérance chez la femme. Et en matière d'ethnie, on a l'habitude de dire que les Afro-Américains ont tendance à faire plus fréquemment la sarcoïdose. Et cette sarcoïdose, chez les Afro-Américains, elle est aussi plus sévère. On a isolé des facteurs de risque héréditaires et génétiques. En effet, certains allèles confèrent une susceptibilité pour la sarcoïdose, comme le HLA-DR11. Et enfin, il faut préciser quand même que la tête pulmonaire reste quand même prégnante, c'est la plus fréquente, elle est quasi constante puisque elle est retrouvée dans 90 à 95% des cas, mais heureusement, le plus souvent, elle se manifeste par des adénopathies médiastinales asymptomatiques. Quels sont les moyens diagnostiques, au moins diagnostic d'imagerie? Nous disposons bien sûr d'une radio thoracique et nous disposons de la TDM-HR. Bien sûr, la TDM-HR est nettement plus sensible en matière d'identification des lésions médiastinales et nettement plus sensible quand il s'agit de détecter des lésions parenchymateuses subtiles qui peuvent passer inaperçues sur une radio thoracique. Cette TDM-HR a bouleversé la donne en matière d'approche diagnostique des PID, en matière d'approche diagnostique de la sarcoïdose. C'est une TDM qui doit être injectée avec un ton veineux. Elle permet de faire le diagnostic différentiel de la sarcoïdose. Elle permet aussi d'identifier certaines complications qui peuvent émailler l'évolution de la maladie, c'est-à-dire de la sarcoïdose, lorsqu'on est confronté à une modification de la symptomatologie ou bien à l'apparition de symptômes qui ne sont pas habituels, dans le cas de la sarcoïdose. Dans certains cas, la TDM-HR peut aider à faire le distinguo entre des lésions inflammatoires et fibrosantes. Malheureusement, un bémol à ces avantages de la TDM-HR, sa valeur pronostique. La valeur pronostique de la TDM-HR n'est pas établie, elle est sujet à controverse. C'est pour cela, on ne peut pas se permettre d'user de la TDM-HR dans le suivi périodique de la sarcoïdose. Il y a un système de classification qui a été basé sur la radio thoracique et qui a été édifié. Bien sûr, pourquoi la radio thoracique? Parce que la TDM-HR est venue secondairement
consolider les données de la radio thoracique. C'est pour cela qu'au départ, on s'est basé sur la radio thoracique pour établir ce système de classification qui permet bien sûr de stadifier la sarcoïdose de 0 à 4. 0, absence d'anomalie. 4, bien sûr, on est dans la fibrose pulmonaire. Et vous avez bien sûr le pourcentage représenté à chaque fois par stade. Et vous voyez que le stade qui est représenté le plus reste bien sûr le stade 1 avec 50%. Et enfin, il y a une proposition, ou bien on a pensé à vérifier la possibilité de rémission spontanée à chaque stade. Le taux de rémission spontanée peut avoisiner les 90% par rapport au stade 4 où le taux de rémission est de 0. Alors, quelles sont les caractéristiques typiques de la sarcoïdose gangliopulmonaire retrouvée sur le scanner thoracique? On va passer en revue l'atteinte ganglionnaire médiastinale, l'atteinte pulmonaire interstitielle non fibrosante, représentée par des micronodules, et bien sûr l'atteinte pulmonaire interstitielle fibrosante. On va commencer par l'atteinte thoracique classique concernant le médiastin. Et la sarcoïdose se caractérise et se singularise par la présence d'adénomégalies. Ces adénomégalies se situent avec prédilection au niveau des îles et au niveau des espaces interbronchiques. Cette localisation avoisine les 97%. Cette localisation, elle est bilatérale, elle est symétrique, associée le plus souvent à une atteinte de la fenêtre aortopulmonaire qui avoisine les 76%. On retrouve aussi très fréquemment une atteinte latérotrachéale bas située avec une approche de 71%. Et enfin, une atteinte sous-carinaire qui avoisine les 21%. Cependant, on doit retenir que l'atteinte médiastinale antérieure est rare, elle avoisine les 16%, et qu'en cas de ganglion ou d'adénopathie médiastinale antérieure, le diagnostic doit être orienté vers la pathologie lymphomateuse maligne, notamment la maladie d'Hodgkin. Sur cette plaque est illustrée une radiographie thoracique de face avec un aspect caractéristique, presque pathognomonique d'une sarcoïdose stade 1, avec bien sûr cet aspect de lymphomillaire bilatéral, l'atteinte latérotrachéale et bien sûr le comblement de la fenêtre aortopulmonaire. La radio thoracique, le parenchyme pulmonaire est net, sans anomalie. Alors si on complète cette radiographie thoracique de face par un profil, on va trouver un aspect particulier, un aspect dit de donut sign, c'est-à-dire le signe en forme de beignet qui traduit la densité des tissus mous liée à la présence d'adénomégalie au niveau des deux îles et en sous-carinaire, et c'est un aspect quand même qui est très évocateur de sarcoïdose sur une radio thoracique de profil. Sur cette plaque, vous avez bien sûr la corrélation radiographie thoracique et scanner, et on voit bien que le scanner est nettement plus sensible que la radio thoracique standard, et c'est un scanner qui est injecté, ce qui permet de rehausser la densité des vaisseaux et de ce fait permettre, par contraste radiologique, la mise en évidence des adénopathies en position hilaire, dans ce cas, adénopathie nettement distinguée par rapport aux structures vasculaires. Alors, qu'en est-il de la distribution de la morphologie des ganglions lymphatiques? Eh bien, l'atteinte médiastinale ganglionnaire est une atteinte qui est hilaire et au niveau des espaces interbronchiques, cette atteinte elle est bilatérale, elle est symétrique
elle est non compressive, il n'y a pas d'évolution vers la nécrose, ni vers la fistulisation, il n'y a pas de calcification. Les contours des adénopathies sont nettement définis, bien limités, séparés les uns des autres. Et bien sûr, les adénopathies conservent leur forme habituelle. Et notion fondamentale, il n'y a pas tendance à la confluence et à la coalescence. Tous ces éléments forment ou donnent un aspect caractéristique typique de la sarcoïdose. À cette atteinte hilaire bilatérale s'ajoute bien sûr l'atteinte médiastinale, on l'a vu tout à l'heure, latérotrachéale, sous-clarinaire et de la fenêtre aortopulmonaire. Alors, qu'en est-il de l'atteinte parenchymateuse pulmonaire? Eh bien, l'atteinte parenchymateuse pulmonaire se décline en deux entités. L'atteinte interstitielle non fibrosante, caractérisée par des micronodules de distribution périlymphatique, et vous avez l'atteinte interstitielle pulmonaire fibrosante qu'on retrouve au stade 4 et qui est accompagnée d'une insuffisance respiratoire chronique. Alors, les lésions interstitielles non fibrosantes sont caractérisées par l'apparition au niveau du parenchyme pulmonaire de micronodules. Ces micronodules ont un diamètre de 2 à 4 mm. La répartition elle est bilatérale, elle est symétrique. Quand vous le voyez sur le topogramme en bas sur la droite, on voit que la répartition au niveau du parenchyme pulmonaire, elle est médiane et supérieure, notamment apico-postérieure, et la répartition au niveau du lobule pulmonaire secondaire, dont vous voyez un schéma tout à fait en haut sur ma droite, on voit très bien que cette répartition, à l'échelle du lobule pulmonaire secondaire, elle est de type périlymphatique, c'est-à-dire on retrouve les nodules agencés en chapelet le long de la surface pleurale viscérale. On voit d'autres nodules qui sont agencés le long de la surface septale interlobulaire et on voit bien sûr des nodules qu'on retrouve agencés le long de l'axe bronchovasculaire. Voilà ce qu'on appelle une distribution périlymphatique ou bien lymphatique. Donc ça touche la surface pleurale viscérale, la surface septale interlobulaire, et bien sûr l'axe bronchovasculaire. Et l'atteinte, elle est plus subpleurale et péribronchovasculaire que septale interlobulaire. Alors, on va essayer de disséquer les différentes atteintes. Alors, on a l'atteinte micronodulaire de distribution périlymphatique le long de la plèvre viscérale. Ici, c'est le long d'une scissure qui va permettre de donner un aspect particulier caractéristique, celui de l'aspect de scissure perlée qu'on voit ici. La scissure, elle est emperlée par une succession de nodules qui sont retrouvés le long de la scissure et qui donnent cet aspect particulier de scissure perlée, qui est pratiquement caractéristique de la sarcoïdose. Là, j'ai fait un agrandissement pour voir mieux cet emperlement de la scissure qui est caractéristique d'une distribution périlymphatique ou lymphatique. La même chose ici, mais c'est plus fin. Il s'agit d'un aspect de scissure perlée qu'on voit ici, discret, mais quand même assez évident, qui est particulier à la sarcoïdose et qui traduit une distribution périlymphatique ou lymphatique des nodules. Et bien sûr, il faut savoir que les micronodules correspondent à des granulums. Donc, c'est une disposition en chapelet le long de la plèvre viscérale. Ici, c'est le long de la scissure, la grande scissure, qui va donner un aspect perlé à cette scissure et qui traduit
une distribution périlymphatique ou lymphatique caractéristique de la sarcoïdose. Autre exemple, là on voit très bien une scissure, c'est la grande scissure, qui est emperlée par des nodules qui sont agencés les uns à côté des autres, donnant cet aspect particulier de scissure perlée. Voilà ici, c'est un agrandissement qui permet de mieux voir l'agencement en chapelet de ces nodules le long de la scissure et qui traduit une distribution périlymphatique ou lymphatique caractéristique de la sarcoïdose. Là, c'est plus discret, mais quand même, ça reste visible. OK ? Et c'est la même chose, c'est un aspect perlé de la scissure. Et puis, vous avez la distribution périlymphatique le long des axes bronchovasculaires. Ça va bien sûr de l'huile et ça se prolonge en distalité tout à fait au fond du lobule pulmonaire secondaire. Ça suit les ramifications bronchovasculaires et la distribution périlymphatique va permettre une déposition de granulome qui se traduit par des nodules à la TDMHR le long des axes vasculaires comme ici. Et cet aspect, cette disposition le long des axes vasculaires va donner un aspect hérissé, hirsute, ébouriffé au vaisseau qui se traduit ici, on voit très très bien, qui se traduit par ce qu'on appelle un signe, c'est le pipe cleaner sign, c'est-à-dire le signe du cure-pipe. C'est exactement la même chose. Regardez le cure-pipe, c'est un petit instrument, c'est une tige qui est rugueuse et qui permet de nettoyer les pipes après avoir consommé du tabac. Et puis vous avez la troisième atteinte, c'est la distribution le long des septa interlobulaires. C'est ce qu'on appelle des lignes septales micronodulaires. Là, on voit très bien un lobule pulmonaire secondaire qui est défini comme étant la plus petite portion de parenchyme pulmonaire entièrement cernée, délimitée par un tissu conjonctif formant symptôme. Et là, on voit très bien les nodules de distribution périlymphatique disposés en chapelet le long de la paroi septale. Et ceci se traduit sur une TDMHR par cet aspect particulier, par des lignes septales. On voit ces polygones septaux, dont les contours sont emperlés par des micronodules. Cependant, cet aspect doit soulever un diagnostic différentiel, celui de la lymphangite carcinomateuse. Et là, il faut être vigilant. Qu'est-ce qui nous permet de trancher entre sarcoïdose et lymphangite carcinomateuse en dehors de l'histoire clinique et de l'historique de la maladie? C'est bien sûr le fait que dans la lymphangite carcinomateuse, les épaississements septaux sont plus marqués et les micronodules sont de taille variable. Et puis, dans la lymphangite carcinomateuse, on a volontiers un épanchement pleural qui est associé. Et cet épanchement pleural, généralement, est exceptionnel dans la sarcoïdose. En plus de ces deux caractéristiques, en cas de lymphangite carcinomateuse, on n'a pas de distorsion architecturale. Alors ici, c'est une plaque avec une illustration d'une coupe scanographique TDMHR, et on voit très bien tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a... sur cette plaque, on a le résumé de ce qui a été énoncé antérieurement. Donc, on a des petits nodules à distribution périvasculaire, on voit très très bien ici, l'aspect de cure-pipe, ok. Et puis, on a un épaississement régulier des vaisseaux et des branches. Là, on a un épaississement régulier des branches qui part du lule et qui va en distalité vers le lobule pulmonaire secondaire en périphérie en sous-pleurale. Et puis, on a regardé en périphérie ici, on a l'atteinte septale interlobulaire. Donc, atteinte péribronchovasculaire et atteinte septale. Alors, et puis, il y a eu cette
publication qui est apparue en 2002, juin 2002, dont l'auteur est Masashi Nakatsu, qui a mis en évidence un aspect particulier, celui de le sarcoïde Galaxy Sign, c'est ce qu'on appelle le signe de la galaxie, et il a défini une lésion particulière. Cette lésion, elle est faite d'un noyau central nodulaire qui est fait d'un conglomérat et d'une agglomération de granulums et de micronodules dont le diamètre dépasse souvent le centimètre. Et puis, autour de ce noyau, il y a une distribution de micronodules satellites de ce noyau. Et il a désigné cet aspect par le terme Galaxy Sign ou le signe de la galaxie. Et bien sûr, si vous comparez les photos d'une galaxie, il y a une ressemblance extraordinaire. Voilà encore un aspect de Galaxy Sign. Et vous voyez la lésion ici. Ça, c'est une coupe pulmonaire histologique. On voit très bien la lésion centrale, typiquement supérieure à 1 centimètre, distribuée autour des petits nodules satellites représentés par des granules qui viennent renforcer le noyau central. Voilà une autre image. Toujours la même chose, Galaxy Sign. Voilà un autre aspect. Alors, qu'en est-il de la corrélation pathologie-imagerie? Eh bien, on voit très bien que sur le plan pathologique, on voit très bien qu'il s'agit d'un conglomérat, d'une agglomération, d'une fusion de nodules ou de micronodules représentant des granulums qui viennent s'impacter pour former un noyau central, donc un gros nodule dont le diamètre est supérieur à 1 centimètre, et tout autour viennent se positionner des micronodules pour donner cet aspect particulier de Galaxy Sign, de signe Galaxy Sign. Est-ce que ce signe Galaxy Sign est pathognomonique de la sarcoïdose? Eh bien non, mais il est très évocateur dans le contexte clinique, dans un contexte clinique particulier. Il est retrouvé dans toutes les granulomatoses, essentiellement dans la tuberculose active. Donc, comment faire la différence entre un signe de la galaxie inhérent à la présence d'une sarcoïdose ou bien secondaire à une tuberculose active? Eh bien, c'est très simple. Dans la tuberculose active, le Galaxy Sign est associé à la présence de ce qu'on appelle des nodules centrolobulaires branchés. C'est ce qu'on appelle un arbre bourgeon. C'est ce qu'on appelle the tree in bud pattern, c'est-à-dire une atteinte bronchiolaire, une atteinte des petites voies aériennes qui sont dilatées, inflammatoires, impactées par du caséum et qui vont se traduire sur le plan TDM par des nodules centrolobulaires, c'est-à-dire des nodules qui sont distants de la surface pleurale, de la surface viscérale et de la surface septale interlobulaire d'au moins 3 à 10 mm. Et ces nodules dits centrolobulaires, qui traduisent une atteinte bronchiolaire, sont bronchés. Par contre, dans la sarcoïdose, vous aurez des éléments qui vont s'ajouter pour conforter le diagnostic de sarcoïdose devant un signe de la galaxie. C'est la présence d'adénopathie, bien sûr, hilaire et médiastinale. Alors, qu'en est-il des lésions interstitielles pulmonaires fibrosantes? On est au stade 4 et ces lésions représentent à peu près 20% des cas de sarcoïdose. Et ils sont accompagnés d'une distorsion architecturale irréversible, avec perte de volume des deux poumons, notamment des régions supérieures, la présence d'opacité îlopériphérique, la présence de déformation et de déplacement scissural, et enfin
des opacités linéaires septales et non septales. Alors, on va voir quelques images rapidement. Ici, on a une distorsion bronchovasculaire avec déplacement des axes bronchiques, notamment sur cette image qui présente, on remarque très bien l'aspect arciforme des vaisseaux et des bronches. Ils sont complètement désaxés en postérieur et en dorsal. Nous avons des bronchiectasies moniformes ou kystiques qu'on retrouve à un stade avancé, au stade 4, et qui sont toujours de topographie postérieure et supérieure. Nous avons des distorsions bronchiques et des masses de fibrose, et ces masses de fibrose, le plus souvent, sont très denses, elles sont rétractiles, elles sont postérieures, et elles sont accompagnées de bronchiectasie de traction et de distorsion bronchique. Nous avons un rayon de miel, et vous voyez que le rayon de miel, dans le cas de la sarcoïdose, épargne les bases et intéresse les sommets et les jambes postérieures. C'est un rayon de miel microkystique, et ce qui permet le diagnostic différentiel avec, bien sûr, la fibrose pulmonaire idiopathique où le rayon de miel est basal, bilatéral, sous-pleural, multicouche. Nous avons des opacités linéaires îlopériphériques qui sont assez fréquentes et vous voyez toujours que la teinte est supérieure et ça intéresse les lobes supérieurs. Alors, passons maintenant aux atteintes thoraciques atypiques. Les atteintes thoraciques atypiques de la sarcoïdose gangliopulmonaire représentent 25 à 30% des cas. On dit que la sarcoïdose est une grande imitatrice, c'est-à-dire elle peut mimer d'autres pathologies et de ce fait entraîner une errance diagnostique et bien sûr un retard diagnostique. Alors on va voir les différentes caractéristiques atypiques de la sarcoïdose pulmonaire telles que sont présentées dans le scanner thoracique. Alors, les calcifications, on commencera par les calcifications et on commencera par l'atteinte ganglionnaire médiastinale et on va voir comment les adénomégalies, dans leur atypie, présentent des caractéristiques. Alors, près de 50% des patients présentent des calcifications ganglionnaires. Ces calcifications ganglionnaires se déclinent en macrocalcification, en coquille d'œuf ou bien en popcorn. Ça intéresse les patients âgés de plus de 50 ans. La présence de calcification est le témoin de la chronicité de la sarcoïdose. On retrouve 3% après 5 ans d'évolution, 20% après 10 ans d'évolution. Et on va vous montrer quelques illustrations. Donc, vous avez les calcifications en popcorn, les calcifications en coquille d'œuf. Bien sûr, quand nous avons des calcifications en coquille d'œuf, le diagnostic différentiel se pose avec la silicose et autre granulomatose. Et puis, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle les calcifications punctiformes. Donc, retenons que les calcifications, on les retrouve chez le sujet âgé de plus de 50 ans et que c'est une signature de la chronicité de la maladie. Alors, autre atypie, on peut avoir une adénopathie unilatérale ou asymétrique. Et ici, c'est une sarcoïdose avec une seule localisation ganglionnaire. Il s'agit d'une grosse adénopathie au niveau de la station ganglionnaire interlobaire droite. Il n'y a pas d'autre localisation ganglionnaire et pourtant, c'est une sarcoïdose. Vous avez une autre atypie, c'est la possibilité d'avoir une compression vasculaire ou bronchique par de volumineuses adénopathies hilaires et médiastinales. Quand la compression intéresse les vaisseaux, ça peut aboutir à une HTAP, à une hypertension artérielle pulmonaire. Et quand la compression intéresse les bronches, on peut avoir bien sûr des troubles de ventilation, des atélectasies, qui peuvent intéresser en priorité le lobe moyen et la lingula. Alors, on a une autre atypie, c'est bien sûr
la présence d'adénopathie médiastinale, mais sans la présence de ganglions hilaires et de ganglions des espaces interbronchiques. Ça a été décrit et pourtant c'est une sarcoïdose. Là, on voit très bien des adénopathies latéro-aortiques et des adénopathies paratrachéales, mais les îles sont tout à fait libres de la présence d'adénopathie. Quand on passe, au scanner, on voit très bien un chapelet d'adénopathie bien défini, contour net latéro-aortique, une grosse adénopathie latéro-trachéale dans la loge de Barretti, mais il n'y a pas d'adénopathie hilaire. Là, très bien que les îles sont nettes, libres de toute présence d'adénopathie. Alors, la sarcoïdose miliaire, autre atypie, là, il s'agit de la présence d'une kyrielle de micronodules, plutôt des opacités punctiformes de l'ordre du millimètre, à la limite de la visibilité, de distribution bien sûr aléatoire, et ça représente des granulons multiples de proflux de distribution pulmonaire bilatérale. C'est une présentation qui est rare, représente moins de 1% des cas, et ça nous interpelle, puisque dans ce cas, qui est rare et qui n'est pas typique, il faut un diagnostic différentiel, il faut éliminer la tuberculose miliaire, bien sûr la pneumoconiose ou les pneumoconioses et les lésions métastatiques. Alors, on peut avoir aussi une autre atypie, c'est la compression et le refoulement par des adénopathies calcifiées des branches proximales. Et ça peut donner éventuellement une symptomatologie asthmatiforme. Le malade va se présenter avec des sifflements, avec de la toux, et bien sûr, d'où l'errance diagnostique et le retard diagnostique. Alors, autre atypie, c'est l'implication des petites voies aériennes, c'est-à-dire des bronchioles périphériques, aussi bien terminales que. Alors, l'implication de ces petites voies aériennes distales va permettre, de par la localisation de granulome au niveau de ces petites voies aériennes, va permettre la mise en place d'une sténose et d'un rétrécissement de la lumière de ces bronchioles distales. Ceci se traduit bien sûr par un tableau obstructif qui va mimer de près celui du bronchiolite constrictif. Et sur le plan scanographique, dans ce cas, des coupes en expiration profonde et en apnée sont nécessaires, permettant de mettre en évidence ce qu'on appelle du air trapping, c'est-à-dire un trappage sans prédominance topographique. Ça veut dire qu'on aura des zones claires qui correspondra à des lobules pulmonaires secondaires qui n'ont pas pu se vidanger de leur contenu aérien du fait de rétrécissement de la bronchiole distale qui les alimente en air, du fait du sténose et d'un dépôt de granulome au niveau de la muqueuse. Et à côté, contigu, on retrouve des opacités qui correspondent bien sûr à des lobules pulmonaires secondaires qui ont pu se vidanger et de ce fait, il y a un tassement des structures parenchymateuses et ils apparaissent plus denses par rapport aux lobules pulmonaires secondaires qui n'ont pas pu se vidanger. Donc, lobules pulmonaires secondaires dont la branche de ventilation est obstruée par le dépôt de granulome au niveau de la muqueuse bronchique. Donc, à l'expiration, ces lobules pulmonaires secondaires ne peuvent pas se vidanger, donc ils vont se traduire par des zones claires ou hyperclaires. Et on contigu, on a d'autres lobules dont la branche de ventilation est perméable, indemne de dépôt de granulome, et qui va pouvoir se vidanger et évacuer l'air et apparaître plus dense. Alors, qu'en est-il d'autres
atypie, on a la consolidation de l'espace aérien qui va se traduire soit par du verre dépoli, comme dans ce cas qu'on voit très bien, et le verre dépoli est défini comme étant une hyperatténuation du parenchyme pulmonaire de faible densité qui laisse transparaître en filigrane le vasculogramme, le dessin sissural, le dessin des parois bronchiques et vasculaires. Et puis, vous avez un autre aspect de verre dépoli. Ici, c'est un verre dépoli patchy. C'est des petits foyers grossièrement arrondis de contours flous qui sont dispersés dans le parenchyme pulmonaire. Alors, vous avez aussi une autre atypie, c'est la sarcoïdose alvéolaire. Et l'on voit très bien la présence de multiples foyers de condensation, de contours flous, disséminés aux deux poumons. Et bien sûr, ça prête à confusion avec une maladie métastatique. Et cette atteinte alvéolaire, généralement, elle traduit la confluence de multiples granulomes micronodulaires comblant les alvéoles. Ça représente à peu près 10% des sarcoïdoses et l'évolution est plus volontiers aiguë par rapport aux formes interstitielles pures. Et voilà, sur une coupe scanographique, on voit très bien le foyer arrondi de contours flous de condensation et de consolidation avec un bronchogramme aérique, chose ou bien caractéristique qu'on ne retrouve pas en cas de maladie métastatique. Alors, l'implication pleurale est aussi rare, elle est représentée dans 1 à 4% des cas. Cette implication pleurale peut se traduire par un épanchement pleural liquidien ou bien par un pneumothorax par rupture de bulle paracicatricielle. L'épanchement pleural peut être exsudatif, transudatif, hémorragique ou chyleux. Et heureusement, le plus souvent, l'épanchement pleural est minime et il se résout dans les 2 à 3 mois. On voit très bien l'épanchement pleural et l'épaississement pleural en regard. Alors, et puis vous avez les masses pulmonaires. C'est des masses qui sont dues soit à la coalescence de micronodules qui vont fusionner pour donner ces masses de condensation, ou bien il s'agit de la fibrose lorsqu'on est au stade terminal, au stade 4. Ici, je pense qu'on est au stade 4 puisqu'il y a des calcifications ganglionnaires en popcorn, en coquille d'œuf, et bien punctiformes. Et on voit très bien ces condensations bilatérales, latéro-hilaires ou bien péri-hilaires. Et ici, vous voyez, quand on a cet aspect atypique, il faut rechercher d'autres anomalies évocatrices. Et là, on voit très bien, encadré en pointillé, un signe de la galaxie qui permet de dire qu'il s'agit d'une sarcoïdose. Et bien sûr, le diagnostic peut se faire de différentes manières par biopsie. Ces condensations peuvent s'excaver. Voilà. L'excavation, elle est centrale. La découverte, c'est une découverte rare dans la sarcoïdose. Ça représente à peu près 10% des patients. Et on retrouve ces excavations au stade en phase terminale. Et puis la cavitation survient le plus souvent dans les zones de fibrose avancée. Et lorsqu'il y a cavitation de ces masses de fibrose, il y a complications. Et parmi les complications, vous avez l'aspergillisation, la greffe aspergillaire, qui est une complication redoutable, qui, de par les hémoptysies qu'elle peut générer, imprévisibles dans leur fréquence, dans leur survenue, dans leur volume, qui sont dues à une néovascularisation intense au niveau de la paroi cavitaire, qui représente la deuxième cause de mortalité de la sarcoïdose. Et on peut avoir une greffe de mycobactéries atypiques au niveau de ces cavités. Alors enfin, on a ce qu'on appelle des pseudo-micronodules bronchés qu'on voit mieux en reconstruction MIP. Il s'agit de nodules faussement bronchés et de nodules qui sont pas centrolobulaires. La preuve en est, c'est que ces nodules vont aller jusqu'à la périphérie, s'adosser à la plèvre. Et des nodules qui sont verts dépolis
et on sait que le Tinnimbus-Saken, c'est-à-dire les micronodules bronchés, sont des nodules centrolobulaires. Et la caractéristique de ces nodules centrolobulaires, c'est d'être distants par rapport à la surface scissurale, pleurale, viscérale et septale d'au moins 3 à 10 millimètres. Et là, on voit que ces nodules faussement branchés de densité en verre dépoli vont s'adosser à la plèvre. Donc, ça ne représente pas une atteinte bronchiolaire et ce n'est pas un Trillebud Passer. Bien sûr, quand on a cet aspect, il faut toujours soulever l'aspect, le diagnostic différentiel d'une mycobactérie. Alors, pour synthétiser, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de présentation atypique? Premièrement, éliminer les pathologies les plus habituelles, notamment infectieuses et tumorales. Et deuxièmement, chercher des arguments positifs en faveur de la sarcoïdose, chercher des adénopathies médiastinales hilaires bilatérales, vérifier s'il y a une dissociation radioclinique. On sait que dans la sarcoïdose, lorsqu'on ausculte le malade, l'auscultation est tout à fait normale. Il y a une discordance entre l'auscultation normale et la profusion d'anomalies radiologiques tomodensitométriques. Rechercher des localisations extrathoraciques typiques telles qu'une atteinte accessible telle que l'atteinte cutanée. Rechercher une lymphocytose sanguine. Rechercher des anomalies de l'électrophorèse des protides. Et puis, bien sûr, essayer d'avoir une signature histologique bronchique par fibroscopie. À noter que lorsqu'on a des adénopathies médiastinales, l'ébus est insuffisant pour asseoir le diagnostic de sarcoïdose. Enfin, l'idéal, c'est d'opter pour des ponctions biopsie sous scan. Et il faut savoir réévaluer le diagnostic en cours d'évolution. Et je vous remercie.